Dans la littérature francophone a souvent mis en scène différentes traversées. Par traversée, j'entends un déplacement d'un sujet d'un pays à un autre. En effet, depuis la période coloniale, le monde a changé car les frontières ont été redéfinies, notamment sur le continent africain. Et cette redéfinition des frontières a permis notamment des mélanges. Et des mélanges les plus souvent inattendus, laissant ainsi libre cours à l'émergence d'un nouvel imaginaire collectif dans la littérature. Dans ce genre de mélange, des penseurs les ont qualifiés par exemple de métissage, Serge Gruzinski, Omi Baba les a qualifiés d'hybridité, Patrick Chamoiseau de créolité et Édouard Glisson de créolisation. Dans ces quatre concepts renvoyant à la notion de mélange sont souvent au cœur des imaginaires dans la littérature francophone postcoloniale. Donc, dans les corpus postcoloniaux, une nouvelle génération d'écrivains émerge, surtout dans les années 60, après les indépendances. En effet, cette génération d'écrivains soulève de nouveaux questionnements. Donc, il n'est plus seulement question de porter un regard sur l'Afrique, sur son histoire sociale ou politique, mais aussi un regard sur l'individu et son être au monde, dans un monde en proie à la mondialisation notamment. Donc, au cœur de cette mouvance dite postcoloniale, ces écrivains issus d'une nouvelle vague créent un roman qui s'écarte peu à peu des voies du roman africain engagé tel qu'il s'écrivait pendant la colonisation et dans les années qui suivirent les indépendances dans les pays en voie aux dictatures. Donc, de plus en plus de femmes, notamment, ont pris la parole et sont devenues des auteurs reconnus, généralement avec des thèmes communs tels que la migration, la place des femmes dans les cultures de départ et d'arrivée et la culture hybride. Donc, lorsqu'on aborde des concepts de métissage, d'hybridité, les notions d'identité et d'altérité reviennent toujours. Il n'est donc pas étonnant que l'identité et le questionnement identitaire restent un thème majeur au sein de la littérature francophone. Mais au lieu d'une quête perpétuelle du sujet, un sujet souvent masculin, ces femmes mettent de l'avant un sujet féminin qui s'emploie à reconstruire son identité dans un pays qui n'est pas le sien, tout en mettant de l'avant une culture hybride. Donc, je vais m'arrêter ici pour un petit peu expliciter mon propos. Je m'intéresse surtout aux femmes écrivaines de la diaspora qui écrivent depuis la métropole qu'est la France. Et j'essaie aussi de montrer que leurs écrits, le contenu de ce qu'elles écrivent, diffère de ce qui se faisait des périphéries avant. Donc, je disais, pour expliciter cela, je vais analyser brièvement un roman d'une auteure francophone. Elle s'appelle Calixte Béala. Et le roman s'appelle Comment cuisiner son mari à l'africaine. Donc, avant d'entamer une analyse du contenu, je tiens à souligner l'hybridité matérielle du livre, justement. Comme le souligne Marie Scondé, le texte littéraire en général, pas juste africain, est un texte hybride, métissé, car avant d'être publié, le texte littéraire passe par différents éditeurs qui ont le choix de textes, des marges en italique. L'écrivain, lui aussi, est un hybride à cause de différentes influences externes qui l'ont poussé à remodeler son identité. Henri Lopez dit notamment qu'il y a 3 identités culturelles, dont l'identité personnelle, la signature de l'écrivain ou sa capacité de parler au jeu. Sur ce, il est intéressant de mentionner, malheureusement, je n'ai pas mon exemplaire avec moi, la forme originale du roman de Calixte Béala, parce que c'est fait de recettes culinaires. À chaque fin de chapitre, on a une recette culinaire qui explique justement comment cuisiner son mari à l'africaine. Et le roman se clôt par une recette culinaire notamment. Donc, le roman a été publié en 2000 et ça raconte l'histoire d'Aïssatou, qui est d'origine africaine, qui vit à Paris en essayant de se fondre dans le stéréotype de la femme occidentale épanouie et désirée parce qu'elle est mince à l'extrême. Donc, je vais vous citer un passage. Il dit notamment « Je brime mon corps jusqu'à le rendre minimaliste. Planche à pain égale belle femme. » Sa vie est partagée entre le nettoyage des toilettes publiques, des histoires d'amour, généralement brèves, qui ne durent pas très longtemps. Mais un jour, elle tombe amoureuse d'un nouveau locataire de son immeuble, Souleymane Bolo Bolo, noir comme elle, vivant avec sa mère. Pour le séduire, elle fait donc appel aux conseils que lui donnait sa mère et se met à la cuisine pour atteindre son but ultime, l'épouser et le garder. Elle dit notamment « Si j'étais sa femme, je serais restée à la maison l'attendre, tandis qu'il s'en serait allé courir de douces rêveries. » En suivant la narratrice dans sa tentative d'avoir l'homme qu'elle désire, elle nous apprend littéralement comment avoir et garder un homme, non pas seulement à travers la nourriture, mais aussi au travers de la gestion de la satisfaction sexuelle. Aïssatou vit dans un espace innommé. On assume que c'est Paris, à cause du décor, mais c'est clairement innommé, majoritairement blanc, et elle est sans cesse en modulation permanente de son identité et des critères de beauté qui la définissent. Elle sait qu'elle est noire, elle le dit et le répète, je cite « Je suis noire »
Moi, je suis une négresse blanche et la nourriture est un poison mortel pour la séduction. Mais elle entretient quand même un rapport d'assimilation avec la majorité blanche. Elle dit encore, je cite, je regarde le ciel et j'imite les blanches. J'ignore quand je suis devenue blanche, je me démarque la peau avec Vénus de Milo et dans la même logique, je brime mon corps jusqu'à le rendre minimaliste. Il convient de plaire aux hommes blancs. On peut voir aussi ici une tentative de dénonciation des femmes noires en Occident qui se décapent la peau avec divers produits de beauté. Aïssatou se retrouve conditionnée dans cette ville qui n'est pas la sienne et même le marabout qu'elle va consulter au sujet de Bolo Bolo le lui rappelle. Je cite, c'est une scène qui se passe justement chez le marabout. Dis à mademoiselle pourquoi elle n'est pas amoureusable. C'est ce que dit le marabout. La grande épouvante des dieux tombe sur ma tête et Maïmouna me toise, redresse son cou rempli de graisse du mieux qu'elle peut et dit « T'es trop maigre, très cher. » Quoi? T'es trop maigre, répète-t-elle. Qu'est-ce que tu veux qu'un homme mange là-dedans? Les os, les arrêtent ou quoi? Des os, même un chien appartenant à un blanc n'en veut pas. Maïmouna ordonnance les parleuses en grande prêtresse. Ces filles d'aujourd'hui ne savent même pas cuisiner, toquent-elles sans cesse et ça se veut des femmes. Donc tout a un rapport avec la nourriture, mais c'est vraiment beaucoup plus profond que ça. Donc justement, pour échapper à ce cycle et voyant l'impuissance des critères de la beauté blanche, il n'y a qu'une solution pour Aïssatou. Je cite un passage du texte, revenir aux racines. Dans ce retour aux racines, pour chercher un remède dans le cas présent, se résume en 3 questions simples que la mère d'Aïssatou lui aurait demandées. Donc je cite, l'as-tu satisfait sur le plan sexuel? C'est la première question. As-tu bien tenu ta maison? Deuxième question, lui as-tu préparé des bons petits plats? Donc, savoir cuisiner, c'est donc savoir non pas seulement trouver un mari, mais aussi le garder pour soi. Le retour aux racines pour Aïssatou, qui vit dans le pays des Blancs, sera ainsi de retrouver l'art de la cuisine africaine. Un art qui réunit les mets les plus aphrodisiaques, dont Calix Beala, entre 2 chapitres de son roman, nous livre les secrets au travers des recettes. Ces mets vont de pair avec les métaphores des viandes qui les composent. Elle parle de gombo de bœuf, antilope fumée au pistache, boa en feume de bananier, je ne sais pas si ça vous évoque quelque chose. Les métaphores gastronomiques abondent. Par exemple, elle dit « Mon chagrin est gastronomique, il s'étale comme une tarte à la crème » ou encore « Mon chagrin devient aussi doux qu'un beignet à la banane ». Donc, plusieurs thèmes viennent se greffer au récit initial. Premièrement, le déchirement entre 2 cultures et la difficulté de l'insertion des minorités noires. On peut observer cette dualité à travers l'héroïne, Elle dit, je la cite, « Je regarde le ciel et j'imite les blanches parce que je le crois. Leur destin est en or. Parce que je le crois, elles ont une meilleure connaissance du bien et du mal, de ce qui est convenable ou punissable. Toutefois, elle n'hésite pas à aller consulter un marabout et à faire appel à la cuisine africaine pour ensorceler son nouveau voisin. » Elle le dit encore, je cite, Béala l'écrit, « Une Africaine sans marabout est comme un navigateur sans boussole, disent les vieillards, sans guide spirituel, elle court à sa perte. Je croise mes 10 doigts pour que des grenouilles emplissent la bouche du féticheur et l'empêchent de me réclamer des trucs aussi alambiqués que les lianes des ténèbres. » Donc pour conclure, pour moi, il y a clairement une volonté ici de l'héroïne de rester attachée à ses traditions. C'est grâce à cela qu'elle ne se perd pas dans son nouvel environnement. Elle retourne d'elle-même aux racines et réussit par avoir l'homme qu'elle voulait. Donc on est loin de la perpétuelle quête identitaire à laquelle on a souvent fait face dans le roman francophone. Dans la quête ici est plutôt celle du bonheur. Ne pourrait-on pas parler de la quête des racines? Donc dans ce contexte précis de mondialisation, dans lequel les cultures se dissolvent les unes au contact des autres, l'héroïne que nous présente Beala n'est pas plus métisse au terme où l'entend Gruzinski que créole si on se réfère à Chamoiseau et Confiant, car elle s'emploie à se reconstruire, d'où le terme reconstruction. Donc là où ces derniers voient le mélange culturel comme positif, on dirait que notre héroïne vient nous rappeler la complexité de laquelle découle toute forme d'hybridité. Il faudrait donc peut-être penser à de nouveaux contextes pour pouvoir qualifier ce type de roman. Voilà.